Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur cette conférence destinée aux écoles pour faire le point aujourd'hui sur où les écoles en sont-elles au niveau de la digitalisation, qu'est-ce qu'elles ont commencé et entamé comme démarche. Eh bien écoutez, je me présente, je suis Sophie Thor, je suis directrice du développement chez Quark Éducation et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin, accompagnée de Stéphane qui va se présenter et surtout de Eva que je vais laisser se présenter également. Bonjour à tous, je m'appelle Eva Robert, je suis chargée de développement formation digitale chez les Compagnons du Devoir et je suis ravie donc d'être avec vous pour échanger sur les sujets de digitalisation de formation. Merci Eva. Bonjour à tous, Stéphane Crisan. Je développe une solution d'assistant intelligent à évaluer les examens dans le cadre du groupe Quark qui s'appelle Good Grades. Et alors excusez-moi, ça fait un peu ancien combattant, mais j'ai derrière moi à peu près 25 ans d'activité en ingénierie e-learning. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai commencé à la fin du siècle dernier. Voilà. Sophie, je te laisse... Oui, alors tu as oublié de préciser quand même que tu as travaillé dans les écoles pendant très longtemps également, Stéphane. Je pense que tu pourras peut-être en redire un peu plus juste après. Alors, cette conférence dure une vingtaine de minutes, donc on va commencer. Quelques mots juste sur nous pour que vous sachiez ce qu'on fait, pour nous connaître. En gros, nous sommes un acteur majeur de la digitalisation, de formation, puisque ça fait 18 ans que nous existons. La marque Quark existe depuis le début de l'année 2022, c'est pourquoi vous n'en avez peut-être pas entendu parler. On intervient surtout en marque blanche et nous accompagnons les écoles à digitaliser leur parcours. Que ce soit à travers l'accès à des formations existantes déjà sur étagère pour pouvoir compléter vos parcours de formation présentielle et commencer à faire du blended, ou en créant de toutes pièces un parcours sur mesure. Nous avons à votre disposition tout plein d'outils, une LMS pour pouvoir faciliter votre intégration, l'outil Good Grades, peut-être que tu en diras quelques mots, des applications de révision et puis aussi un métaverse, si vous avez envie de découvrir de quoi il s'agit. Premier métaverse éducatif sur notre stand Quark qui est situé à 2 pas d'ici. Aujourd'hui, notre métier consiste à vous aider dans toutes les étapes de la conception pédagogique de digitalisation. En fait, on intervient à la fois en termes de conseils macro sur que faut-il digitaliser, à quel moment, dans quelle offre, pourquoi et comment créer un agenda. On est aussi en capacité de vous accompagner sur la création de contenus digitaux, sur l'adéquation par rapport à tout ce que vous mettez en place en termes de parcours hybride, donc comment concevoir des séquences aussi synchrones, pourquoi pas dans le métaverse. Et puis plus globalement, mettre à votre disposition des outils qui vous faciliteront la vie dans la digitalisation. Alors sans plus attendre, je laisse la place justement à Stéphane pour qu'il vous parle un petit peu du constat que nous avons pu faire sur les différentes écoles avec qui nous travaillons et les autres également. Merci Sophie. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en effet, c'est que dans ces 25 ans, j'ai développé des programmes hybrides ou e-learning, à la fois dans les écoles d'ingénieurs et dans les business schools. Et en effet, cette slide sur les constats est importante. Alors, si vous voulez, moi, si j'essaye de simplifier les choses, il y a à peu près deux types d'établissements. Il y a les établissements qui ont commencé à investir le e-learning depuis longtemps et qui ont eu le temps d'apprendre en faisant. Parce que si vous voulez, dans ce domaine-là, il n'y a pas de science infuse. Hein, on fait du test and learn et on apprend en faisant. Et puis, il y a des établissements qui, malheureusement, ont attendu le Covid et le premier confinement pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelait à l'époque une continuité pédagogique, c'est-à-dire des dispositifs e-learning ou hybrides. Voilà. Et donc là, pour ces établissements-là, ils ont appris avec un peu plus de souffrance, entre guillemets, parce qu'il a fallu, si vous voulez, en urgence, dès le premier confinement, en quelques jours, hein, et on peut d'ailleurs applaudir les équipes pédagogiques et autres de ces établissements-là qui ont travaillé jour et demi pour le faire. Il a fallu mettre en place des dispositifs adaptés. Alors en effet, aujourd'hui, dans tous les dispositifs et suivant la maturité des écoles, on va avoir, si vous voulez, des solutions qui sont un peu différentes depuis ce que l'on a fait en urgence il y a quelques années, c'est-à-dire surtout le passage à la classe virtuelle,
qui n'a pas beaucoup de création de valeur pédagogique, mais qui avait le mérite d'exister, hein, jusqu'à des méthodes d'e-learning très riches, variées, mêlant les activités pédagogiques de nature diverse et permettant ainsi aux étudiants ou aux participants de vraiment apprendre avec performance et avec un gain de temps énorme. Et une des premières, si vous voulez, un des premiers obstacles que l'on a rencontré, si vous voulez, c'est de pouvoir mobiliser à l'intérieur des établissements, des écoles ou des organismes de formation, des porteurs de projets, des profs, des formateurs, qui aient la disponibilité et cet appétit pour pouvoir remettre à plat leur métier, hein, de pédagogue et concevoir des parcours hybrides avec une certaine richesse pédagogique, donc une certaine performance pédagogique. L'objectif, si vous voulez, ou l'indicateur qu'il faut prendre en compte dans ce type de processus, c'est bien sûr de répondre à la question comment engager l'étudiant ou le participant dans ses études, dans son apprentissage. Comment faire que son attention va perdurer de jour en jour, de semaine en semaine, et qu'on ne va pas le perdre puisqu'il n'est pas là ou il n'est pas là tout le temps, hein, dans le cas de formation blended. Donc ça, c'est un premier constat et ça a été une première difficulté. Ça l'est toujours parce qu'aujourd'hui, les staffs pédagogiques dans les établissements sont extrêmement surchargés et donc il va falloir leur rendre service, vous voyez, se mettre à leur diapason et essayer de les accompagner pour pouvoir créer de la valeur et de la valeur pédagogique. Alors aujourd'hui, c'est un peu la preuve de ce salon annuel, hein. Vous allez pouvoir découvrir un nombre d'outils incroyables, tous très différents les uns des autres, mais la véritable création de valeur, elle n'est pas là. Elle n'est pas sur le fait d'utiliser beaucoup d'outils ou des outils qui vous semblent très performants. La véritable création de valeur, c'est l'ingénierie pédagogique et le conseil que des professionnels comme nous l'incarnons peuvent faire aux équipes pour pouvoir créer des cursus adaptés. Voilà. Et c'est ce que l'on va voir dans la slide suivante. Voilà, je partage avec vous et je fais juste un témoignage, hein, de quelques années dans le domaine. C'est 3 clés de succès, si vous voulez, sur lesquelles nous travaillons et qui aujourd'hui sont un peu notre credo. Donc la première clé de succès, elle est assez simple, hein. C'est que la performance d'un cursus va être liée à la performance du binôme créé entre l'expert ou l'enseignant et le formateur et de l'autre côté, l'ingénieur pédagogique. Si ce binôme travaille bien, si ce binôme est fluide, si chacun respecte le rôle de l'autre, s'écoute et contribue à la valeur, alors vous allez pouvoir faire un module, un cursus qui sera sans doute au top de la performance pédagogique. Et ce qui est intéressant dans ce travail de binôme qui dure en général quelques semaines, c'est qu'au début, l'enseignant a le lead, c'est lui le leader, c'est lui qui sait, c'est lui qui a l'expertise. Et petit à petit, l'ingénieur pédagogique prend le lead, voyez, ou l'équipe derrière. Parce que vous allez voir qu'avec Quark, derrière l'ingénieur pédagogique, il y a des acteurs, il y a de la scénarisation, etc., etc. Et donc, si les deux acceptent ce balancement de lead, ce balancement finalement de drive sur le projet de façon intelligente, alors là, on va pouvoir en effet avoir un cursus ou un module de très très bonne qualité pédagogique, vous voyez. La seconde, alors je vais peut-être accélérer, hein. La seconde clé de succès, si vous voulez, c'est la richesse des activités pédagogiques. Même si vous avez trouvé un bel outil, même si vous êtes très fier de la scénarisation sur une modalité pédagogique, eh bien, si vous voulez, ce n'est pas suffisant. Il faut varier. Et c'est très important. Il faut que varier la nature des activités et il faut que vous variez régulièrement parce qu'il faut savoir que
les étudiants ou les participants en formation continue étudient le jour, le soir, la nuit pour les insomniaques, etc. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une certaine lassitude, vous voyez, de l'apprenant par rapport aux médias que représente l'ordinateur. Et donc, si vous variez les modalités pédagogiques, eh bien, vous allez les réveiller. Donc ça, c'est très bien. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, il faut avoir plus d'une flèche dans son carquois et qu'il va falloir imaginer avec l'expert et puis en interne avec les ingénieurs pédagogiques, il va falloir imaginer comment mettre en scène. Vous voyez, le e-learning, c'est un peu comme quand on est passé du théâtre au cinéma. Quand on est passé au cinéma, il suffisait pas de filmer une scène de pièce de théâtre qui doit régir l'unité de temps et de lieu pour faire un bon film. Mais non, le cinéma, il a découvert son propre art avec des scénarios qui nous emmènent dans le futur, dans le passé, dans le temps présent, qui nous emmènent n'importe où sur la planète. Eh bien, le e-learning, c'est un peu ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On va amener la personne à découvrir tout un tas de modalités pédagogiques incroyables et qui va lui permettre d'augmenter sa motivation et son engagement. Et puis, excuse-moi, juste sur troisième clé de succès, c'est bien l'individualisation des cursus. Qui est très importante, on en parlera peut-être à la fin. Et puis le fait de pouvoir organiser les cursus en self-pace. Alors qu'est-ce que c'est que le self-pace ? C'est je m'inscris et je commence quand je veux. Je ne suis plus, si vous voulez, conditionné par des rentrées, même si elles sont nombreuses. Donc voilà les clés de succès. Excuse-moi Sophie, j'ai été un peu long. Alors je vais accélérer parce que la conférence est très courte et qu'on a des remplacements derrière. En vérité, le vrai constat, c'est que finalement, au-delà de concevoir un module digital, c'est véritablement une transformation pour les écoles. Je pense que vous en êtes tous au cœur de ce sujet-là et que finalement, il y a plusieurs axes de travail, aussi bien sur la conception de nouvelles offres. On ne reprend pas les mêmes et on poursuit, sauf pour les diplômes, bien évidemment, parce qu'il faut les faire perdurer. Mais il y a aussi l'accompagnement des équipes pédagogiques qui est fondamental. Comment on les forme, comment ils sont performants par rapport à toutes ces activités-là. Comment on remet l'apprenant au centre ? Parce que c'est vrai que dans les écoles, dans une optique de diplomation, on est souvent dans une optique descendante où l'apprenant doit suivre un cours magistral dans lequel il va apprendre des choses. On a déjà repensé beaucoup les méthodes pédagogiques avec des activités où ils sont acteurs, mais encore plus dans le digital. Et puis, comment on travaille sur les circuits de validation interne pour que ça aille plus vite dans la conception. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Eva qui nous fait le plaisir de témoigner son expérience au sein des Compagnons du Devoir. Alors Eva, est-ce que tu peux nous présenter justement les Compagnons ? Alors, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore les Compagnons du Devoir, c'est une association des lois de 1901 reconnue d'utilité publique. L'association en quelques chiffres. Alors, nous formons chaque année environ 11 300 jeunes et avec un taux d'insertion professionnelle qui est d'environ 90%. Nous sommes donc sur l'ensemble des sites dans toute la France et à l'étranger. L'association donc forme 36 métiers donc dans différentes filières bâtiment, management, matériaux souples, technologie de l'industrie, métiers du goût, etc. Nos formations s'adressent aux trois grands publics, le public en formation initiale, donc post-collège et post-bac pour apprendre donc les métiers, les bases de métiers. Et ensuite, un deuxième parcours qui est proposé qui s'appelle donc Tour de France, les changements de ville sont donc au rendez-vous pour perfectionner chaque métier, pour devenir expert dans le domaine. Et le troisième public, c'est donc les formations aux salariés en entreprise. Alors du coup, Eva, dans ce que tu viens de décrire, il y a beaucoup de formations techniques, il y a beaucoup d'apprentissage terrain, avec des formations métiers et pour le coup très pratico-pratiques. Comment vous avez procédé, vous, aux Compagnons du Devoir ? Quelle a été la première étape finalement ? Comment ça s'est passé, votre histoire de digitalisation ? Alors, chez les Compagnons du Devoir, notre histoire a commencé en 2014 déjà.
Et c'est vraiment une petite anecdote que je tiens à vous raconter où un formateur, donc Maréchal Ferrand, Patrick, qui vient me voir en me disant « Écoute, moi ce que j'aimerais, c'est réaliser quelques tutoriels pour pouvoir donc un petit peu moins me déplacer en région, pour proposer donc les compléments à ma formation. » Et je lui ai donc proposé d'échanger sur le sujet. Nous avons donc discuté un petit peu et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas quelques tutoriels qu'il fallait produire, mais un véritable dispositif de formation pour monter en compétences. Et aujourd'hui, donc, ces parcours, c'est un SPOC sous forme de Sales Games qui est proposé donc aux différents publics, pas forcément que aux maréchaux, mais aussi aux vétérinaires, ostéopathes, cavaliers, à l'ensemble donc de personnes qui sont passionnées par le bien-être du cheval. Donc une première initiative 2014 qui fait déjà quand même pas mal d'années, puisque vous étiez précurseur. D'autres projets derrière, d'autres événements, d'autres digitalisations. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? Vous en êtes où? Donc, le SPOC de Maréchaux nous a permis donc d'ouvrir le chemin pour d'autres projets. Tout de suite, on avait vu que grâce à une plateforme d'apprentissage, on pouvait donc aussi suivre les apprenants. Donc, on ne perdait pas les contacts avec eux. On s'est dit, on peut donc imaginer d'autres dispositifs innovants. Et c'est là où on avait vu donc, la naissance d'un projet apprentissage par immersion en entreprise, qui prépare aussi au métier, au niveau CAP, métier, et qui est donc proposé dans 3 espaces de travail. Donc 90% de temps en entreprise, avec un accompagnement du formateur qui vient une fois par mois valider les compétences ou vérifier donc la progression. Et puis tout ce qui est théorique, tout ce qui est technologie de métier qui est proposé à distance sur une plateforme d'apprentissage. C'est justement cette partie-là que nous avons digitalisée. C'est tout ce qui est théorique. Et puis, le 3e espace d'apprentissage qui est donc le centre de formation. Donc ça veut dire que vous avez déjà mis en place des dispositifs hybrides qui fonctionnent. Est-ce que tu as des retours des apprenants? Ça c'est bien. Comment s'est passée cette transformation finalement de l'apprentissage? Donc c'est un public plutôt content, satisfait? Tout à fait. Alors c'est vrai que ces dispositifs API, il est en place déjà depuis 4 ans, donc dans toute la France, et nous avons donc les retours très positifs. En ce qui concerne donc la mémorisation donc de savoir, on a des très bons résultats aux certifications, donc c'est 100% de réussite. Mais aussi, ce qui est très très important pour nous, c'est les retours des entreprises qui nous disent vraiment le niveau de ces personnes-là, il est supérieur par rapport à la moyenne qui vient après un CAP normal, traditionnel. Oui, parce que si j'ai bien compris dans votre organisation, qui est propre aux Compagnons du Devoir, c'est qu'en effet, les apprenants sont dispersés sur toute la France, ont des heures de travail dans les entreprises toute la journée. Et donc, il fallait répondre à cet enjeu qui était de se dire comment je continue ma formation alors que je suis occupée à 100% toute ma journée. Et c'est pas évident quand on se retrouve le soir alors qu'on a fait une longue journée de pouvoir s'y remettre ou d'aller dans des centres, comme tu disais, éparpillés sur toute la France pour suivre des cours du soir alors qu'on a déjà toute cette journée dans les pattes. C'est quoi votre évolution du coup? C'est quoi la prochaine étape? Où est-ce que vous allez miser pour la digitalisation aux Compagnons du Devoir? Donc on continue l'aventure, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche de digitalisation de l'enseignement général pour qu'on puisse le proposer donc, à nos jeunes pendant les cours de soir en autonomie, avec bien sûr toujours un accompagnement lors de regroupements ou des remédiations. C'est-à-dire que ça, je tiens toujours à répéter, tous ces dispositifs ne sont jamais, sont toujours hybrides, ils sont toujours accompagnés par les personnes. On ne remplace absolument pas donc cette formation en présentiel juste par les cours qui sont disponibles en ligne. Il y a toujours la présence de formateurs qui ont tout simplement changé la posture et sont là donc plus comme les coachs les coachs, et puis ne détiennent pas forcément que les savoirs. Très bien, donc la prochaine étape pour vous, c'est quoi
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je crois que vous avez un beau projet en cours. Alors, le beau projet en cours, c'est donc justement, nous travaillons avec Quark Éducation sur donc, la digitalisation de formation pour tout ce qui est l'enseignement général en tronc commun et donc application au métier par la suite, parce que nous savons très bien que les apprenants, ils aiment toujours lorsque c'est appliqué au métier, lorsque ça leur parle davantage. Merci beaucoup Eva pour ton témoignage. Peut-être qu'on termine par Stéphane. Les facteurs clés de succès, finalement, on constate qu'il y en a quand même quelques-uns, des incontournables. Par quoi tu commencerais du coup? Oui, Sophie, tout à fait. Je crois que tu as raison. Une autre balise que je peux partager avec vous par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il est très efficace en termes de performance pédagogique de se référer à des modèles. Voyez, ça va vous empêcher, lors des phases de conception et de réalisation des modules, de vous disperser, etc. Et donc, il y a des modèles de l'apprentissage, de l'attention. Et donc là, il y a le modèle de Mayer qui nous est cher, si vous voulez. Donc, il fait partie de l'équipe qui a inventé la PNL. Vous voyez, donc c'était il y a quelques dizaines d'années en Californie. La programmation neurolinguistique. Et qu'est-ce que nous dit ce modèle-là? Eh bien, elle nous dit que sur nos 5 sens, on a tous des sens préférentiels quand on est en relation avec le monde extérieur. Et donc, c'est vrai, on l'a bien observé. Il y a des étudiants qui vont apprendre plutôt en lisant les choses ou même en écrivant à la main. Il y a des étudiants qui vont bien apprendre en regardant des vidéos parce que ça renvoie à le maximum d'attention qu'ils peuvent avoir. D'autres par l'ouïe, en écoutant des podcasts, etc., etc. Et donc, il est intéressant de prendre ça en compte pour pouvoir individualiser les parcours, comme je vous en parlais tout à l'heure, et d'essayer de créer des modalités d'activité qui vont proposer à la fois des vidéos, du podcast, du travail de groupe, de l'écriture, etc., etc. Voilà ce que je pouvais dire. Oui, et du coup, pour terminer sur finalement quelques autres facteurs clés de succès qui peuvent vous aider, déjà, essayez de travailler sur un processus industrialisé, c'est-à-dire que faire de votre test and learn vous-même en interne, c'est-à-dire concevoir le premier module en capitalisant sur ce que vous avez conçu, ne pas oublier la période de retour d'expérience qui vous permettra de pouvoir construire après en toute facilitation, si je puis dire, pour les autres modules. Et on a imaginé, on va dire, 5 grandes étapes finalement qui peuvent s'industrialiser et qui vous permettront de gagner du temps. La première, c'est évidemment la conception de l'ingénierie pédagogique, concevoir une matrice pédagogique qui puisse s'adapter à finalement tous les parcours que vous allez construire. C'est-à-dire dans laquelle vous allez instaurer les compétences, les objectifs pédagogiques, mais aussi comment vous allez articuler le présentiel. Et ça, c'est le concevoir dès l'amont. C'est-à-dire ne pas oublier que vous finalement, comme tu disais Eva tout à l'heure, le formateur reste au cœur du dispositif pour l'accompagnement et que la conception du dispositif distanciel ne se fait pas tout seul, il se pense immédiatement dès le début avec l'accompagnement présentiel. Dans la création de contenu aussi, tout ce qui peut vous faciliter la vie, c'est notamment de déterminer un agenda dès le départ. Souvent, nos clients nous disent « mais par quoi on commence ?» Par quoi on commence? On commence par ce qui est le plus pertinent, voire peut-être par ce qui est le plus facile, par ce que je peux aussi reprendre de l'existant, et donc du coup faire le tri avec des priorités en se disant ça, si je peux arriver à le construire tout de suite, eh bien je vais mettre en œuvre déjà un parcours, ce qui me permettra de mettre le prêt à l'étrier et d'aller beaucoup plus vite pour la suite. Et de ce côté-là, ça vous permet aussi d'avoir un objectif et une vision claire de ce que vous allez pouvoir mettre en place. C'est pouvoir aussi industrialiser le tournage et le montage. Très souvent, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de temps passé ou perdu avec du tournage, soit avec des comédiens, soit avec vos experts, qui se font de manière distendue. C'est-à-dire que vous avez un rendez-vous, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est essayer de capitaliser, de recentrer sur un temps court, finalement, cette période de tournage qui vous permet d'aller plus vite. Alors nous, on a des studios aussi à disposition, mais c'est véritablement l'industrialisation de ce montage-là qui va être facilitant. Comment aussi vous pouvez piloter la conception pédagogique de manière partagée, c'est-à-dire comment vous pouvez bénéficier ou mettre à disposition un outil qui permette aussi bien aux pédagogues qu'aux experts, que vous-même, de travailler en commun
et de pouvoir poster des informations de manière à ce que ce soit en temps réel. Cet outil, quel qu'il soit, il en existe sur les plateformes où nous-mêmes on en dispose d'un, mais c'est véritablement un facilitateur de la conception pédagogique pour aller plus vite. Et le pilotage partagé, c'est ce qui fait avancer aussi parce que ça permet d'être relancé au fur et à mesure. Et enfin, l'hybridation dès la conception, je reviens à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire se poser la question dès le début de à quel moment le formateur intervient, à quel moment je fais du synchrone, pour ne pas oublier ces séquences, parce que trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'après, on est obligé de repenser à l'ingénierie pédagogique et de recréer les séquences, de les intercaler, et on perd beaucoup de temps, alors que si c'est préparé dès le début, c'est souvent plus facilitateur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le témoignage d'Eva surtout. Est-ce que vous avez des questions à nous soumettre ? Bonjour, j'aurais une question pour vous, madame. Je suis monsieur Valentin Herry, je travaille au ministère des Armées et je voudrais savoir quelle stratégie d'évaluation vous avez mis en place au sein des Compagnons du Devoir avec Quark, s'il y a des choses qui sont mises en place, qui existent pour évaluer les apprenants dans, j'ai bien vu, une centaine de métiers, donc comment vous avez fait ? Une très bonne question. Il faut savoir qu'effectivement, toutes nos formations sont toujours évaluées. Déjà, je vais parler d'API. En apprentissage par immersion, nous avons donc ce qu'on appelle les fiches évaluatives collaboratives où l'apprenant, pendant toute la période en entreprise, réfléchit sur comment il apprend toutes les tâches en entreprise. Donc, il a une démarche réflexive qui est ensuite validée par le formateur qui vient en entreprise et également par les tuteurs. Donc, ça, c'est quelque chose il est tout le temps dans cette évaluation-là. Bon, ça, c'est un peu moins digital. Par contre, pour tout ce qui est technologie métier qui est donc disponible sur la plateforme, toutes les thématiques se terminent par une série de questions. Ça peut être donc tout simplement de simples QCM, mais ça peut être également aussi des devoirs, des dessins, parce que dans ces métiers-là, il y a pas mal aussi des dessins, d'accord, qui sont donc soumis au formateur et corrigés, et puis ainsi de suite. Donc, on est toujours dans cette logique d'évaluation parce qu'on a besoin aussi de voir si la personne progresse. C'est très difficile d'évaluer quelque chose à distance. Donc, on est tout le temps en train de proposer des différentes manières d'évaluation. Et avec Quark, c'est un petit peu le même système. Nous avons donc des séances, on va dire par exemple en mathématiques, sur découvrir ce que c'est une équation. On propose donc une séance d'1h30 avec des exercices d'application et ensuite on évalue, on propose une série de questions qui permettent donc à l'apprenant de vérifier s'il a compris son cours. Et puis également, donc du coup, vu que c'est disposé sur la plateforme, ça permet donc au formateur de vérifier comment il progresse et voilà. Je réponds à cette question. Alors, on est avec plaisir à la réponse à vos questions juste sur l'allée parce qu'il faut qu'on libère la salle. On nous le demande en régie et c'est bien normal. Mais on est là. Merci beaucoup en tout cas.